On a l'impression de connaître nos villes par cœur, n'est-ce pas? On y vit, on y travaille, on les traverse tous les jours. Mais est-ce qu'on les a déjà vraiment regardées? En fait, ce ne sont pas juste des décors, ce sont de véritables puzzles, pleins d'histoires cachées. Et aujourd'hui, on va essayer d'assembler les pièces. C'est la question de départ. Pourquoi est-ce que cette rue est toute tordue? Pourquoi ce quartier ressemble à ça et pas autre chose? Chaque ville, qu'elle soit grande ou petite, eh bien, elle a son histoire inscrite directement dans ses rues, dans ses bâtiments. Alors, c'est parti. Pour cette analyse, on va enfiler notre casquette de détective. On va chercher des indices, suivre des pistes et remonter le temps pour comprendre la logique un peu secrète qui se cache derrière nos espaces de vie. Et comme dans toute bonne enquête, il nous faut un lieu. Le nôtre, ce sera Tournai, en Belgique. Mais attention, ne vous y trompez pas. L'histoire de cette ville, c'est un peu le miroir dans lequel la plupart de nos villes peuvent se reconnaître. C'est ici qu'on va commencer à creuser. Première étape de notre investigation. On va commencer par soulever les couches du temps, un peu comme un archéologue, pour aller voir ce qui se cache aux origines de la ville et quelles forces l'ont sculpté à ses tout débuts. On entre maintenant dans le cœur historique du sujet. Deux éléments, vraiment deux éléments clés, ont défini la forme de Tournai à l'origine, et d'ailleurs de plein d'autres villes en Europe, un cours d'eau et des murailles. Cette petite chronologie nous montre que Tournai, dès le début, c'est un lieu stratégique. D'abord un port romain, puis la capitale des Francs. Les remparts, ce n'est pas qu'un détail, c'est la réponse à un besoin vital de protection, et ça va dessiner la ville pour des centaines d'années. Et là, on a une pièce à conviction absolument géniale. Cette carte, c'est comme le plan d'architecte du passé. Elle nous montre très clairement une ville définie par deux choses, l'Escaut, qui est son artère économique, et l'enceinte, cette coquille protectrice qui délimite le monde connu. Essayez d'imaginer la vie à cette époque. C'était un monde clos, vraiment compact. Chaque matin, on ouvrait les portes pour laisser entrer les marchandises et les gens des campagnes, et chaque soir, on les refermait. Cette structure physique, elle dictait absolument tout dans la vie de tous les jours. Sauf que voilà, les murs, ça ne dure jamais éternellement. On entre maintenant dans la deuxième phase de l'enquête, là où des forces complètement nouvelles, de vraies révolutions, vont faire exploser ce modèle millénaire. D'abord, le train arrive. Avec lui, les gares, qu'on construit souvent juste à l'extérieur des anciens remparts. Et puis, arrive l'automobile. Ces inventions, ce ne sont pas que de simples moyens de transport, non, ce sont des technologies qui redéfinissent complètement l'espace. Les murs deviennent inutiles et la ville se met à déborder de partout. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de cette révolution, les géographes ont un outil fascinant, la carte isochrone. Le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée est toute simple. Au lieu de mesurer la distance en kilomètres, on la mesure en minutes. C'est un concept vraiment clé pour piger la forme des villes modernes. Et ça illustre la révolution de manière éclatante. En 5 minutes à pied, on reste dans son quartier, on va chercher le pain. En 5 minutes en voiture, on peut traverser la moitié de la ville. L'automobile n'a pas seulement accéléré nos vies, elle a littéralement fait exploser notre rapport à l'espace. Bien sûr, cette nouvelle mobilité a créé une tension, un conflit qui définit nos villes aujourd'hui. C'est la bataille pour attirer les clients, une vraie lutte entre le centre historique d'un côté et les nouvelles zones commerciales de la périphérie de l'autre. Du coup, ce qui est crucial, c'est ce que ce tableau nous montre. Le centre-ville, lui, il est optimisé pour les piétons, avec ses marchés, ses petites boutiques. À l'exact opposé, on a les zones de périphérie comme Froyenne, qui sont pensées pour et par la voiture, avec des hypermarchés et d'immenses parkings. Et les bastions, c'est un peu l'entre-deux. Le résultat, c'est un phénomène qu'on connaît tous, malheureusement, la difficulté pour les commerces du centre historique de s'en sortir. L'histoire de Tournai, ici, elle devient l'histoire de milliers d'autres villes qui font face exactement au même défi. Et là, c'est le clou de notre enquête. Regardez bien. À gauche, la ville du XVIe siècle, compacte, dense, contenue par ses murs. Et à droite, la ville d'aujourd'hui, une sorte de nébuleuse étalée, coupée par des autoroutes. La transformation est juste spectaculaire. C'est le passage de la ville où l'on marche à la ville où l'on conduit. Bon, il est temps de conclure. Après avoir rassemblé tous ces indices, qu'est-ce que tout ça nous apprend sur nos villes, aujourd'hui, et surtout, demain? La grande conclusion de notre enquête, la voilà. La forme de nos villes, c'est le résultat d'un bras de fer, d'une lutte acharnée entre deux forces. D'un côté, la mobilité, qui est passée de la marche à la voiture. Et de l'autre, le commerce, qui a simplement suivi cette mobilité du centre vers la périphérie. Et ce qui est fou, c'est que cette tension, elle n'est pas nouvelle du tout. Écoutez cette citation d'un moine du IXe siècle à propos de Tournai. L'eau, c'était l'autoroute de l'époque. Le marché, c'était le centre commercial. Ces deux forces sont à l'œuvre depuis plus de 1000 ans.
Alors ça nous laisse avec la question finale. La voiture a été le grand sculpteur de la ville moderne, c'est un fait. Mais aujourd'hui, avec les crises écologiques, le télétravail, les nouvelles mobilités, quelles seront les forces qui vont dessiner nos villes pour le siècle qui vient? L'enquête, en réalité, ne fait que commencer.